Donc avec tous les événements qu'a connus la France cette année, donc autant sur le plan politique, économique et social, quel regard portez-vous sur cette année 2015-2016 qui vient de s'écouler pour la France au Canada? Ça a été une année évidemment marquée le 13 novembre dernier par les attentats de Paris qui ont amené une situation inédite, l'état d'urgence en France, renforcement de la sécurité de nos communautés ici, qu'il s'agisse de nos établissements scolaires, mais également des bâtiments officiels, un soutien du Canada d'autant plus apprécié que le gouvernement canadien venait d'entrer en fonction. C'est également une année marquée par la COP 21 en décembre. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, avec dès les premiers jours de novembre les membres du gouvernement canadien qui se dirigeaient vers Paris pour achever la négociation. Et le 29 novembre, Justin Trudeau, présent à Paris avec le président de la République et le Premier ministre, accompagné d'une très grande délégation canadienne où on remarquait le Premier ministre du Québec, mais également de nombreux ministres fédéraux, y compris le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion. Et puis après la COP 21, tout au long là, du semestre écoulé, beaucoup d'attention sur l'AECG, l'accord de libre-échange Europe-Canada, dans la perspective du sommet Europe-Canada qui aujourd'hui est programmé à Bruxelles le 27 octobre. Les premiers contacts ministériels très très fréquents, tant entre Stéphane Dion et d'abord Laurent Fabius, puis Jean-Marc Ayrault, mais aussi tous les autres membres du gouvernement, Ségolène Royal et Catherine McKenna, Raph Goodale, Sécurité publique, et M. Cazeneuve à l'intérieur, le ministre de la Justice qui est venu au Canada il y a quelques jours et qui a rencontré Mme Wilson, son homologue, mais également M. Goodale. Bref, et puis des contacts entre parlementaires, également très, très assidus. Donc une année très riche et qui devrait culminer sur le plan politique avec la visite du Premier ministre français au Canada, sans doute à l'automne. D'accord. Et justement, concernant la COP 21, est-ce que, donc, on a vu que ça a été un succès donc à Paris, est-ce que vous en êtes satisfait? Je crois que toute la diplomatie française a montré à cette occasion sa capacité de mobiliser et d'aboutir aux résultats escomptés. C'est un accord qui fera date, qui fait déjà date. L'ambition était élevée, la négociation a été difficile, mais la réussite est au rendez-vous. Aujourd'hui, il faut transformer l'essai. C'est ce que nous faisons tout au long de notre présidence, qui court jusqu'au mois de novembre, date à laquelle le Maroc réunira la COP 22 à Marrakech. Et dans ce parcours, nous essayons, d'ailleurs très étroitement avec nos amis marocains, à apporter à la table de la conférence internationale les ratifications souhaitées pour que l'accord entre en vigueur le plus rapidement possible. C'était vraiment l'un des objectifs post-conférence de Paris, que cet accord unique, historique, entre en vigueur. Donc il a été signé à New York par plus de 150 chefs de délégation au mois d'avril. Et nous pensons que nous aurons les ratifications en nombre suffisant pour que l'accord entre en vigueur au début de l'année prochaine. Et justement, vous parliez des relations entre les différents ministres et homologues ici au Canada. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a une meilleure relation maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement au Canada? Je crois que le réengagement du Canada sur la scène multilatérale et d'une manière générale sur la scène internationale amène tout le monde, pas seulement la France,
à revisiter ses relations avec le Canada pour trouver de nouvelles avenues de coopération. Alors, c'est naturellement le cas de la France. Comme je vous le disais, les contacts ont été établis immédiatement. Il y a un grand intérêt en France, comme on peut l'apprécier dans les médias, sur non seulement la personnalité, mais sur la politique du nouveau gouvernement canadien dirigé par Justin Trudeau. Et donc, sur cette base-là, et dans le cadre de la préparation de la visite de Manuel Valls, nous discutons avec nos collègues canadiens des marches que nous pourrions gravir sur notre escalier commun. Et nous parlons évidemment développement, lié d'ailleurs à la question climatique. Nous parlons paix et sécurité. Nous parlons francophonie. Donc le nombre de chantiers ouverts est important et nous espérons bien, compte tenu du climat exceptionnel qui entoure ce réengagement du Canada sur la scène internationale, aboutir à des résultats cet automne. Donc des dossiers qui vont sûrement avoir sûrement plus d'accords entre les deux pays. C'est l'objectif et il est partagé, je crois. C'est ancré dans le concret et c'est pour amener la France et le Canada à montrer la valeur ajoutée de leurs relations dans un monde qui, on le voit bien tous les jours, est instable, incertain. Et donc la densité de cette relation franco-canadienne est un élément de certitude, est un élément de stabilisation, est un élément de prospérité qu'il est dans notre intérêt de faire prospérer. Et vous en parliez tout à l'heure, les accords, l'accord économique commercial global Canada-Union européenne. À ce niveau-là, quels sont les changements que ça va pouvoir apporter pour les Français au Canada? D'abord, il faut que cet accord soit signé et pour qu'il puisse entrer en vigueur. Et donc, compte tenu de certaines objections qui avaient pu se faire jour en Europe au cours de l'année écoulée, un gros travail a été fait entre Européens et Canadiens pour avoir un texte qui puisse être signé rapidement. Et donc, aujourd'hui, c'est le cas. La procédure est enclenchée et en principe, sauf accident, mais il ne devrait pas y en avoir, le texte pourra être signé lors du sommet entre l'Europe et le Canada qui se réunira à Bruxelles le 27 octobre. Après quoi, il est soumis à la ratification du Parlement européen d'abord, puis des parlements nationaux. Mais dès que le Parlement européen l'aura approuvé, fin de l'année 2016, début de l'année 2017, plus de 90% des dispositions de l'accord entreront en vigueur. Donc, pour nos entreprises, ça signifie de nouvelles règles du jeu beaucoup plus ouvertes que celles qu'elles connaissent aujourd'hui dans leurs affaires. L'élimination de quasiment toutes les grilles tarifaires douanières, des facilitations de mobilité et surtout, pour nous Français, un des grands gains de cet accord est la reconnaissance de plus d'une centaine d'indications géographiques protégées qui permettront à nos marques d'être mieux défendues au Canada et de moins souffrir d'appellations abusives. Très bien. Alors justement, donc on parle de la communauté française. Comment se porte-t-elle donc en ce moment en 2016 au Canada? Et je crois plutôt bien parce que le Canada est toujours aussi attractif, notamment pour les jeunes Français. Nous constatons des flux importants dans le cadre des accords de mobilité entre le Canada et la France. Il y a un quota, comme vous le savez sans doute, qui est de 14 000 visas canadiens pour l'accord de mobilité qui a été signé en 2013. Mais les Canadiens, au vu de l'enthousiasme, de l'accueil vraiment enthousiaste réservé à ce programme, augmentent régulièrement ces quotas année après année selon les disponibilités.
Montréal est la ville de destination par excellence parce que c'est une métropole mondiale aujourd'hui et la qualité de ses infrastructures universitaires, la possibilité de trouver les emplois auxquels il est possible d'accéder en raison de l'accord de mobilité fait que de très très nombreux jeunes Français s'y rendent. On estime aujourd'hui qu'il doit y avoir entre 120 et 150 000 Français à Montréal, ce qui fait de Montréal la première ville française hors d'Europe. Il y aurait à Montréal aujourd'hui 2 fois plus de Français qu'à New York. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très significatif, qui est nouveau. Mais cet intérêt pour le Canada des jeunes Français, on le note à Toronto, on le note à Vancouver, et voilà, il y a un véritable intérêt pour ce que le Canada représente aujourd'hui, ses opportunités, le vivre ensemble, tel que le maire de Montréal euh, le veut pour sa ville. Donc tout ceci, ajouté à la langue, naturellement, le confort de la francophonie, rend le Canada très attractif. Parallèlement, nous essayons aussi, et c'est très important pour garantir un certain équilibre, que les Canadiens continuent de regarder l'Europe avec intérêt. Et donc on travaille beaucoup avec les universités canadiennes, mais aussi en matière d'action touristique. Et malgré les attentats, malgré les difficultés auxquelles l'Europe a pu faire face ces derniers mois, nous invitons universités et jeunes Canadiens à ne pas hésiter à venir redécouvrir la France. Parce que c'est dans l'équilibre de la mobilité des jeunes que les liens futurs se construisent. Et est-ce que vous pensez que les Français, est-ce que vous avez pu voir, constater une augmentation de Français vers l'ouest du Canada, ou alors on parle de beaucoup de Français qui restent à Montréal et donc au Québec? Non, je crois que les dynamiques sont très fortes sur Montréal. Euh, Ailleurs, les chiffres continuent d'augmenter, mais pas de manière aussi significative qu'à Montréal. Donc il y a un phénomène lié à la métropole. Mais de fait, il y a de plus en plus de Français qui regardent l'Ouest canadien. On l'a observé déjà depuis plusieurs années et le mouvement continue. Parce que juste on peut parler du fait que le Québec soit francophone, il y a un attrait plus particulier. Naturellement, c'est un fait. Et au Québec, la place très, très particulière qu'occupe Montréal dans l'imaginaire des jeunes Français aujourd'hui. Et justement, est-ce que la France pourrait rouvrir un consulat peut-être en Alberta? Oh, ce n'est absolument pas d'actualité, non, non. Je crois que notre réseau, qui est déjà quand même très important, avec 5 consulats au Canada, est bien adapté aux situations que nous rencontrons, tant dans les services consulaires qui sont apportés à nos communautés que dans leur rôle politique d'animation de la relation entre la France et chacune des provinces qui dépendent des circonscriptions de nos consulats. Donc il n'y aura pas de nouvelle implantation ouverte. En revanche, de manière ponctuelle, nous réorganisons nos services pour les adapter aux nouvelles réalités. Nous allons ainsi créer un nouveau poste de consul général adjoint cet automne à Vancouver, en affectant un diplomate qui parle le chinois pour prendre en considération l'importance de la communauté chinoise à Vancouver qui s'intéresse à la France. Nous avons ouvert une ligne aérienne directe entre Paris et Vancouver et il y a des flux de plus en plus importants sur la côte pacifique. Nous, nous regardons aussi comment mieux organiser nos services suite aux opérations de modernisation que nous menons. Depuis un mois,
Les Français résidant au Canada ou ailleurs dans le monde d'ailleurs n'ont plus besoin de se présenter au consulat pour s'enregistrer. On peut le faire entièrement en ligne, ce qui devrait faciliter les choses et nous espérons que nous aurons comme ça plus de Français qui se feront connaître puisque sur Montréal et plus largement au Québec, on considère que plus de la moitié des Français ne se sont pas enregistrés. Donc ce n'est certes pas une obligation, mais ça peut être utile de mieux connaître nos communautés pour répondre à leurs besoins. Concernant les ARM maintenant, donc accords de reconnaissance mutuelle, donc il y en a une centaine entre la France et le Québec. Donc est-ce que selon vous, ce modèle va s'étendre dans le reste du Canada pour faciliter l'intégration professionnelle de nos compatriotes? C'est le cas depuis déjà 2-3 ans. Nous négocions avec les provinces les plus intéressées, qu'il s'agisse de Colombie-Britannique ou de l'Ontario, des accords de même nature, puisque ces ordres professionnels sont réglementés au niveau provincial. Et il est donc dans l'intérêt des professions concernées, les médecins, les infirmières, les ingénieurs, de pouvoir avoir accès au marché du travail, quelle que soit la province considérée. C'est énormément de travail, parce qu'il faut non seulement avoir l'accord politique du gouvernement provincial considéré, mais aussi après négocier les spécificités provinciales. Nous avons également engagé un travail de facilitation de reconnaissance des enseignants de français langue étrangère pour que des jeunes enseignants français de cette spécialité, apprendre le français à des étrangers, puissent venir seconder les efforts qui sont menés au Canada en matière de classes d'immersion. Les conseils scolaires anglophones partout dans le pays font face à une demande massive d'inscription dans des classes d'immersion et il y a une difficulté évidente à trouver la ressource enseignante qualifiée pour donner ces cours de français, d'enseigner en français au primaire et au secondaire. Et donc, l'une des pistes que l'on a identifiées, c'est de faciliter le recrutement d'enseignants de français et langue étrangère dans les provinces de l'Ouest en particulier. Un accord a été signé au mois de mai à cette fin. Tout à l'heure, vous parliez de Manuel Valls et sa prochaine venue. Donc, sa venue a été retardée au Canada et il a aussi changé son déplacement, à moins que ça soit encore changé. Il était censé venir à Toronto, finalement il va à Rimouski. Pourquoi ce changement et pourquoi la date de sa venue a été retardée? Il n'avait pas été question qu'il aille à Toronto. Dans les ébauches de programmes sur lesquels nous avons travaillé avec nos partenaires canadiens, le Premier ministre a été effectivement contraint de reporter la visite qu'il espérait faire au mois de juin dernier en raison de la situation en France qui était marquée par les mouvements sociaux, les inondations. Bref, le Premier ministre ne pouvait pas s'absenter du territoire à ce moment-là. Nous recherchons avec nos collègues canadiens de nouvelles dates qui conviennent aux deux parties. Le Premier ministre souhaite effectuer cette visite à l'automne. Donc il faut trouver dans le calendrier non seulement de Justin Trudeau, mais également des autorités québécoises, puisque le Premier ministre fera à cette occasion les rencontres alternées entre Premier ministre québécois et Premier ministre français. Donc il faut trouver des dates qui conviennent à tout le monde. Ce n'est pas toujours facile, mais je suis convaincu qu'on finira par les trouver et à monter le programme qui amènera le Premier ministre français à avoir les deux volets correspondant aux objectifs de sa visite, qui est d'un côté le dialogue avec le gouvernement fédéral canadien et de l'autre côté les rencontres alternées entre le Québec et la France.
Et justement, est-ce que vous savez un peu le plan de sa visite, les raisons enfin, de quoi ça va parler en général du côté de M. Couillard et aussi de M. Trudeau? Ben, l'agenda du dialogue politique à haut niveau entre la France et le Canada tourne autour des priorités que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui sont la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, c'est un élément très important sur lequel le gouvernement français aujourd'hui est, vous le savez, très mobilisé. Mais c'est l'économie, la croissance, la prospérité. Et là, si la visite a lieu à l'automne, et donc ça sera très proche forcément de la signature de l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Donc voilà, c'est important. Et puis nous avons un dialogue avec les Canadiens sur, au-delà des questions bilatérales, sur les affaires du monde. Le Canada est membre du G7, du G20, de l'OTAN. Donc le Canada est candidat à un siège au Conseil de sécurité pour le biennum 2021-2022. Donc nous avons mille et une raisons de saisir toutes ces occasions de dialogue. Et ce qu'on constate généralement, c'est que le temps est toujours trop court pour ces visites, tant les sujets sont nombreux à être évoqués. Et concernant les dossiers prioritaires sur lesquels vous allez travailler à la rentrée, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? D'avoir réussir au mieux la visite du Premier ministre, de telle sorte que, à l'issue de celle-ci, nous ayons, Canadiens et Français, une feuille de route partagée qui montre justement, non seulement au niveau bilatéral, mais au niveau multilatéral, la valeur ajoutée de cette relation, qui est ancienne, hein, on se connaît bien, nos peuples s'apprécient, les valeurs sont communes, il y a à l'évidence un intérêt à travailler ensemble. Et donc, mon programme, le programme de l'équipe de la France au Canada 2016-2017 sera celui qui résultera des entretiens entre Justin Trudeau et Emmanuel Valls. Et donc fin 2016-2017, justement, donc la France et les Français du Canada vont connaître une année électorale. Donc comment se préparent les postes consulaires? Ils ont déjà commencé à anticiper les besoins en fonction de l'augmentation, hein, on l'a vu, du nombre de Français résidents. Donc, combien de bureaux de vote? Plus d'une vingtaine à Montréal, mais aussi nos communautés dans l'Ouest, pour éviter de trop grands déplacements. Il y aura les deux élections, présidentielles et législatives. Donc tout ceci demande effectivement beaucoup de préparation. J'en profite pour inviter tous les Français qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale de vérifier leur situation, s'ils sont inscrits en France ou s'ils désirent s'inscrire au Canada. En tout état de cause, il faut le faire avant le 31 décembre. Et concernant le vote électronique, donc ce sera la règle? Écoutez, ce qui a été déjà était possible lors des consultations de 2012 le sera sans doute en 2017. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les décisions du gouvernement à ce sujet. Et est-ce que le Canada va lever son interdiction de voir un député français élu sur son territoire maintenant que le gouvernement a changé? On se rappelle du député de l'Amérique du Nord avec Stephen Harper, que ça avait été assez difficile. Donc on se demande est-ce qu'avec M. Trudeau, la situation sera changée? C'est une question à poser aux autorités canadiennes. Il y avait de la part des Canadiens une position de principe qui était que leur territoire ne pouvait pas constituer une circonscription électorale pour une puissance étrangère. Position de principe. Cela étant, nous avons à l'époque négocié la question qui n'est pas spécifique à la France, de représentants de nos communautés à l'étranger. Et le député
Lefebvre a pu, dans le cadre de la circonscription de la communauté des Français résidant en Amérique du Nord, être élu et la consultation a pu avoir lieu. Donc j'imagine qu'en 2017, il en sera de même. Et pour finir, donc aujourd'hui, nous célébrons le 14 juillet. Donc, quel est pour vous le sens de cette fête nationale ici au Canada? Qu'est-ce que ça signifie? Le message du 14 juillet est le même partout dans le monde. Il n'y a pas de message particulier au Canada, sinon que le Canada reconnaît, peut-être encore plus que d'autres pays, l'intérêt de cette fête nationale, comme on peut en juger par tous les messages de sympathie qui affluent vers cette ambassade en ce jour du 14 juillet. Le message du 14 juillet, il est global, il est mondial, il est universel. Ce sont les trois valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et dans un monde où parfois ces valeurs sont menacées, il n'est pas innocent de les répéter chaque année. Est-ce que vous pensez qu'encore au Canada, donc autant à Ottawa, Montréal ou encore à Québec, les Français, les expatriés français sont aujourd'hui dans les rues ou font quelque chose pour ce 14 juillet? Est-ce que ça signifie encore quelque chose? Oh, très clairement, notre consul général à Toronto avait anticipé sur le week-end dernier la fête. Il y a eu plus de 5000 participants à la réception que les associations avaient montée dans un parc de Toronto. Nous attendons le même niveau de mobilisation partout. Après, ça dépend des villes, des communautés, des capacités d'accueil de chacun. Mais je crois que l'intérêt que les Français expriment pour célébrer la fête nationale est toujours aussi vivant, si on en croit, leur demande de participation en réception. Très bien, c'est parfait pour moi. Merci beaucoup.